Je ne parle pas beaucoup, monsieur, mais je sais cuisiner. Le fermier la regarda et dit, vous êtes embauché. Tard dans la soirée, une tempête automnale commençait à balayer les canyons du nord du Kansas. La pluie sifflait à travers l'herbe fragile de la prairie. Le tonnerre grondait comme une artillerie lointaine. John Wade, un ancien soldat devenu fermier reclus, se tenait immobile sous son porche. Son fusil pendait à une main, sombre et prêt à l'emploi. Le portail d'entrée grinça. Il n'avait pas entendu ce bruit depuis 3 ans. John s'avança. La pluie trempait sa chemise. Un éclair illumina une fille debout juste derrière la clôture. Elle ne pouvait pas avoir plus de 16 ans, Trump n'avait pas entendu ce bruit depuis 3 ans. John s'avança. La pluie trempait sa chemise. Un éclair illumina une jeune fille debout juste derrière la clôture en bois. Elle ne devait pas avoir plus de 16 ans, trempée, grelottant dans un manteau de taille trop grand. Une main serrait une marmite en fonte, l'autre était enveloppée dans un tissu taché de sang. Elle ne broncha pas à la vue du fusil. Ses yeux rencontrèrent ceux de John, fermes et déterminés. Je parle pas beaucoup monsieur dit-elle, sa voix était rauque mais calme, mais je sais cuisiner. John vivait seul depuis son retour de la guerre, pas parce qu'il voulait la solitude mais parce que la perte l'avait vidé. La guerre avait d'abord emporté son frère Thomas qui s'était vidé de son sang sur la table d'opération dans le Tennessee, tandis que John lui tenait la main et lui mentait en lui disant que tout allait bien se passer. Puis la maladie avait emporté sa femme Clara. La fièvre était montée rapidement cet hiver-là et les médicaments étaient arrivés trop tard. John l'avait enterrée sous le sycomore où elle avait autrefois étendu son linge. Après cela, la maison était devenue silencieuse. Il ne restait plus personne. Pas d'enfants, pas de famille à proximité, juste un lopin de terre et les chèvres. Il ne parlait qu'aux animaux, et même cela s'était estompé avec le temps. Il avait appris à vivre sans voix. Juste le bruissement du vent dans les hautes herbes et le doux cliquetis de son assiette en éteint contre la table au moment du souper. Les jours se confondaient, rythmés uniquement par les tâches quotidiennes, aller chercher de l'eau, réparer la clôture, nourrir le bétail, fermer les portes avant le crépuscule. Les voisins ont cessé de lui rendre visite. Cela ne le dérangeait pas. Le silence était plus facile à supporter que leur compassion. Il évitait le changement parce qu'il avait appris la vérité à ce sujet. Tout ce qui est nouveau finit par partir et emporte avec lui un morceau de votre cœur. John Wade a donc cessé de laisser quoi que ce soit de nouveau franchir son portail. Ni les chiens errants, ni les voyageurs, ni même le pasteur. Il cherchait pas la guérison. Il survivait simplement en silence. Abby Klein était apparue au coucher du soleil, épuisée mais fière. Pas de charrette, pas de cheval, pas d'effet personnel, juste une marmite en fonte cabossée dans une main et un chiffon ensanglanté dans l'autre. La pluie n'avait pas encore commencé à tomber, mais le ciel en était chargé et le vent transportait l'odeur du fer mouillé et des feux d'automne. John ouvrit la porte sans un mot. Elle ne dit pas, s'il vous plaît, n'a pas donné d'explication, elle est restée là, debout, dans son manteau trempé, le regard fixe, comme si elle le mettait au défi de refermer la porte. Il l'a observée depuis le porche. Elle était jeune, 17 ou 18 ans peut-être, pâle, avec des taches de rousseur et des cheveux couleur paille collés à son front. Ses bottes étaient usées jusqu'aux coutures. Son manteau était déchiré le long de la manche. Le sang sur sa main était vieux, séché sur le tissu, mais la blessure en dessous était encore rouge et enflée. Il ne lui a pas demandé d'où elle venait. Il ne lui demanda pas non plus de qui elle fuyait. Au lieu de cela, il s'écarta et fit un signe de tête vers la maison. Elle le suivit en boitant légèrement. À l'intérieur, elle se déplaçait comme quelqu'un qui ne voulait pas être un fardeau. Elle ne demanda ni nourriture ni bandage, se contenta de regarder le poêle froid et dit, « Avez-vous encore des épices ?» Il n'y avait aucune supplication dans sa voix, seulement un défi silencieux, comme si elle le mettait au défi de ne pas croire en son utilité. John ne dit rien. Il se rendit au garde-manger et ouvrit le tiroir à épices. Il n'avait pas été touché depuis plus d'1 an. Elle s'avança et passa doucement ses doigts intacts sur les peaux. Romarin, oignon séché, poivre concassé, thym sauvage. Bien, murmura-t-elle. Un peu de ça et ta semoule de maïs n'aura pas le goût de la terre. Puis elle se tourna vers la cuisinière, l'alluma avec un silex qu'elle sortit de son manteau et commença à préparer quelque chose à partir de rien. Quelques morceaux de saindoux, une poignée de semoule de maïs, de l'eau de la bouilloire. John la regardait bouger lentement, prudemment, d'une seule main,
mais avec le rythme expérimenté de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant, qui trouvait de la dignité dans un travail simple. Il voulait lui demander depuis combien de temps elle marchait, comment elle s'était fait cette blessure, où se trouvait son peuple, mais les questions restèrent coincées dans sa gorge. Elle lui semblait dangereuse, comme si les poser pouvaient détruire la fragile connexion qui se formait entre eux. Au lieu de cela, il sortit un bocal à moitié vide de haricots en conserve et le posa sur le comptoir. Elle le prit sans un mot et le mélangea dans la casserole. Alors que l'odeur commençait à emplir la pièce, le romarin, la cendre et les souvenirs, John sentit quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas exactement du réconfort, mais plutôt de la vie. Un souvenir de sa femme fredonnant près de ce même fourneau, vêtue de son tablier. La façon dont elle avait l'habitude de se pencher par-dessus la table et de lui tapoter la main avant de dire le bénédicité. Ce n'était pas de la nostalgie. Ce n'était pas du chagrin. C'était une présence. Cette fille, cet inconnu, avait apporté dans sa maison quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un besoin humain qui n'exigeait rien, ne menaçait pas, mais remplissait simplement l'espace, comme l'odeur du pain chaud. Elle ne mangea pas avant lui, ne parla pas avant que le repas soit terminé. Quand il finit par s'éclaircir la gorge pour lui demander « Tu as un nom ?» elle répondit simplement « Abby », sans donner plus de détails. Plus tard dans la nuit, elle s'assit près de la cheminée pour sécher son manteau et regarda les flammes avec des yeux indéchiffrables. Il lui banda la main pendant qu'elle restait silencieuse. Elle ne broncha pas, ne le remercia pas, se contenta d'acquiescer une fois lorsqu'il eut terminé. Lorsque la tempête finit par éclater, le tonnerre grondant au-dessus des canyons, John ne ressentit pas le besoin de verrouiller la porte. Pour la première fois depuis des années, il n'était pas seul. Et cette vérité, calme et inattendue, s'installa dans la maison comme un deuxième battement de cœur. John Wade ne dit pas à Abby qu'elle pouvait rester. Il n'en avait pas besoin. Cette première nuit, il lui montra le tiroir à linge et la vieille chambre au bout du couloir, autrefois peinte en jaune pour sa fille. La peinture avait pâli, le plancher s'était déformé avec le temps, mais le lit était toujours là et la couette gardait encore sa chaleur. Il laissa une lanterne allumée sur la table de nuit, puis ferma la porte et regardant pas en arrière. Le lendemain matin, il trouva l'âtre encore chaud. Le poêle était allumé et l'odeur du pain de maïs aux herbes sauvages, au poivre concassé et à quelque chose de plus sucré emplissait la maison comme un hymne. Ce N n'était pas seulement de la nourriture. C'était de l'attention, une présence, un petit geste de respect dans un endroit qui avait connu trop de silence. Elle était déjà sortie. John la trouva près de l'enclos des chèvres, une main berçant son bras bandé, l'autre tenant un râteau. Elle déblayait la paille morte avec une détermination tranquille. « Mais tu n'as pas besoin de faire ça, dit-il depuis le porche. Elle ne leva pas les yeux. « Je sais. » Pas lève les yeux. « Je sais. » Il laissa la clé du garde-manger accrochée à la porte cette nuit-là, sans rien dire. Il la laissa simplement se balancer là, bien en vue. À la fin du deuxième jour, elle avait nettoyé la boue des marches de l'entrée, réparé la fenêtre de la cuisine et recouvert les étagères d'un tissu propre. Au crépuscule, elle mit une assiette pour lui et une deuxième pour elle-même. Ils mangèrent sans parler, mais quelque chose avait changé dans ce silence. Cela ressemblait moins à de l'évitement qu'à de la compréhension. Le lendemain matin, John déverrouilla la serrure de la porte d'entrée et la laissait ouverte. Elle a balayé les sols. Elle a rangé la cave. Elle n'a posé aucune question et n'a donné aucune explication. C'est devenu une routine. Des matins calmes, des tâches partagées, la maison se réveillant lentement de son sommeil. Le 4e jour, il a trouvé une lettre. Elle était posée sur la table à côté d'une miche de pain encore chaude, enveloppée dans un tissu. L'enveloppe était vierge à l'intérieur. Juste 4 lignes écrites d'une écriture inclinée. Je ne resterai pas éternellement. J'ai juste besoin d'un endroit calme. Un endroit où je ne suis pas surveillé comme si j'étais déjà coupable. Merci pour la nourriture, je gagnerai ce que je prends. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin de le faire. Ce soir-là, il construisit une deuxième chaise pour le porche. À la fin de la semaine, Abby demanda du fil de fer pour la clôture et de la nourriture pour les chèvres. Elle parlait peu, toujours avec détermination. Mais quand elle le faisait, John se surprenait à l'écouter. Elle avait l'esprit vif pour la routine, savait quelles herbes poussaient le mieux près du mur sud. Elle dressait des listes de fournitures sans qu'on le lui demande. Elle répara un loquet cassé avec un clou et un morceau de cuir provenant d'une vieille selle. Une nuit,
le vent se leva et les volets claquèrent. John s'était toujours préparé seul aux tempêtes, une lanterne allumée à proximité, son fusil à portée de main, attendant que le passé ressurgisse comme des fantômes des champs. Mais cette fois, Abby alluma 3 lanternes et les plaça aux fenêtres. « Pourquoi » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Pour que quelqu'un d'autre sache que nous sommes toujours là. » Ces mots lui restèrent en travers de la gorge. Il ne pas demandé où elle avait appris à si bien cuisiner. Il ne lui demanda pas pourquoi elle sursautait lorsque les bottes claquaient trop fort sur le plancher. Il ne lui demanda pas qui lui avait fait la cicatrice près de la clavicule, celle qui ressemblait à une brûlure de corde, à vif et estompée. Au lieu de cela, il se mit à se réveiller avant l'aube, juste pour s'assurer que le poêle était chaud lorsqu'il descendit les escaliers. Il commença à rédiger une liste des choses à réparer, non pas parce qu'il s'attendait à ce qu'elle s'en charge, mais parce qu'elle le souhaiterait. Car pour Abby, le travail était synonyme de sécurité. Ce dimanche-là, elle trouva une boîte à musique dans le grenier. Sa fille était restée intacte pendant des années. Elle ne demanda pas la permission. Elle la nettoya, la remonta et la posa sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle joue pendant qu'elle cuisinait. Lorsque les notes délicates de la valse se répandirent dans la maison, John dut sortir. Le passé ne criait plus. Il murmurait, et c'était en quelque sorte plus difficile. Cette nuit-là, il plaça le vieux châle de sa femme au pied du lit d'Abby. Elle ne dit rien, mais le lendemain matin, il était soigneusement drapé sur ses épaules alors qu'elle se tenait près de l'enclos des chèvres. Une semaine passa, puis 2. Toujours aucune question. Toujours aucun nom à part Abby. Mais l'atmosphère entre eux avait changé. Elle était plus douce, plus stable, comme l'eau qui lisse la pierre. À la 3e semaine, il la trouva en train de coudre de nouveaux rideaux à partir d'un sac en toile de jute. « Mais tu n'as pas besoin de faire ça, lui dit-il. Elle sourit pour la première fois. Je sais. C'est au cours de la 4e semaine que le charme a rompu. John venait de rentrer après avoir vérifié la clôture ouest. L'air était lourd, annonçant l'arrivée de la neige. Trop tôt dans la saison, trop soudain. Les chèvres étaient agitées. Les oiseaux avaient disparu de la cour. Puis vint le bruit. Des sabots. Lents. Délibérés. Un cavalier solitaire s'arrêta au bord de la clôture et mit pied à terre comme s'il était chez lui. Il alluma une cigarette avec une allumette qu'il frotta sur sa boucle de ceinture. La flamme éclaira brièvement un visage que John vit depuis des années, mais qu'il reconnut instantanément. Lial. Ce nom lui laissa un goût amer. John l'avait rencontré une fois, à l'époque où Clara était encore en vie, lorsque Lial transportait des marchandises au sud d'Abalen. Un vagabond à la langue acérée et à la réputation de cruauté cachée derrière un sourire. Le genre d'homme qui faisait reculer les femmes et détourner le regard des hommes de loi. Il s'appuya contre la barrière comme s'il avait été invité. « Eh bien, que je sois damné, dit-il avec un sourire en coin. Veux-tu jouer à la dinette maintenant » John ne bougea pas du porche. Il ne dit rien. Lial pencha la tête vers la maison. « Je ne m'attendais pas à regretter autant ton ragoût, dit-il en élevant juste assez la voix pour se faire entendre. Puis elle entra dans l'embrasure de la porte derrière John. Abby. Elle ne broncha pas à sa vue. Elle ne se recula pas, mais John pouvait sentir la tension émaner d'elle comme la chaleur d'un feu sur le point de se propager. Le sourire de Lee s'élargit. La voilà. Je pensais que tu étais devenue intelligente et que tu avais disparu pour de bon. Il fit un pas en avant. Il s'avère que tu viens de faire un échange avantageux. Les vétérans de guerre ont trouvé un endroit tranquille où se retirer. John descendit du porche et se plaça entre eux. Pas d'armes, pas de menaces, juste des cadeaux. Lial haussa un sourcil. Tu vas la laisser répondre elle-même, Wade ? Elle travaille ici, dit John. Sa voix était calme, imperturbable. Et elle reste ici. Le silence qui suivit était comme un souffle retenu. Lial regarda John, puis Abby, puis John à nouveau. Il mâcha à l'intérieur de sa joue, secoua la cendre de sa cigarette et sourit. Eh bien, dit-il lentement, n'est-ce pas charmant ? Il se retourna, monta sur son cheval et souleva un chapeau invisible. À bientôt, soldat. Puis il s'éloigna sans se presser, comme s'il ne partait pas du tout. John ne dit rien. Il attendit que le bruit des sabots disparaisse dans les arbres. Ce n'est qu'alors qu'il se tourna vers Abby. Elle était pâle, mais ses mains étaient fermes. Elle prit la marmite sur la table,
versa un peu de bouillon dans 2 bols et dit « Je ne pensais pas qu'il me trouverait aussi loin à l'ouest. » John s'assit en face d'elle à table. « Qui est-il » ? « Mon mari, » répondit-elle doucement. « Il l'était, jusqu'à ce que je cesse de répondre à ce nom. » Ils mangèrent en silence. Mais la chaleur qui s'était installée entre eux, la tranquillité des matins partagés et des clôtures réparées, était désormais teintée d'un parfum de danger. Cette nuit-là, John vérifia 2 fois les serrures, puis sortit le vieux fusil du placard du fond et le plaça près de la porte. Le lendemain matin, la grange sentait la fumée. La moitié du foin était noircie. Une partie de bois fumant près du mur nord montrait des signes évidents d'altération, du tissu brûlé au kérosène et une traînée d'empreintes de bottes trop grandes pour être celles d'Abby. Il éteignit le feu avec du sable humide. Il serra les mâchoires. Il ne lui dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Lorsqu'elle revint de l'enclos des chèvres cet après-midi-là, elle remarqua la tension dans ses épaules, la saleté sur ses mains, et ne dit rien. Mais cette nuit-là, après le dîner, elle prit la couette de mariage de sa mère et l'étendit. Il traversa le dossier du fauteuil à bascule. Un signal, une promesse, quelque chose de silencieux mais visible. John s'assit à côté d'elle sous le porche. Le fusil entre eux. Le vent soufflait à travers les champs. Le froid arrivait rapidement. Tout comme autre chose. John connaissait les signes. Il les avait déjà vus auparavant. Sur le champ de bataille, dans les villages brûlés, dans le tremblement des hommes qui n'avaient plus rien à perdre. Il savait également ce que faisaient les gens comme Lial lorsqu'ils sentaient le pouvoir leur échapper. Il ne dormit pas cette nuit-là, il n'essaya même pas. Il n'essaya même pas. La lune était un éclat pâle au-dessus des collines. Les chèvres étaient calmes. Le monde semblait immobile lui aussi. Et dans ce silence, John prit une décision. Demain, il irait en ville, non pas pour demander de l'aide, mais pour mettre les choses au clair. John ne scella pas le maire avant le lever du soleil. Il laissa à Abby un tas de bois de chauffage et un nouveau chargeur dans le fusil. Elle n'essaya pas de l'arrêter, elle lui tendit simplement un paquet en tissu contenant du pain de maïs et des tranches de pommes séchées et lui dit « Ne parle pas sauf si tu y es obligé. Il ment mieux que tu ne le feras jamais. » John acquiesça d'un signe de tête et partit. La route menant à la ville était calme. Le givre recouvrait les buissons. La fumée des cheminées lointaines s'élevait en volutes comme des fantômes. Il trouva Lial dans le saloon, comme d'habitude. Les bottes posées sur la rampe en laiton, un verre de whisky à la main, un sourire narquois sur le visage, comme s'il ne l'avait jamais quitté. John entra sans détour, passa devant le barman et les joueurs de cartes et s'assit en face de lui. Sans salutation ni avertissement, Lial leva son verre. « Bon, j'avoue que je ne m'attendais pas à ce que tu fasses preuve de courage. » John ne sia pas, « Si tu remets les pieds sur mes terres, dit-il calmement, je ne le répéterai pas attendu du courage. » John ne sia pas. « Si tu remets les pieds sur mes terres, dit-il calmement, je ne le répéterai pas. » Le sourire de Lial vacilla. Juste un instant, mais cela suffit. La salle était devenue silencieuse. Tous les hommes qui observaient Lial se penchèrent en arrière, les yeux plissés. « Tu crois être le premier à me menacer ? » « Non, dit John. Juste le dernier, tu comprendras. » Ils restèrent assis en silence. Puis elle se leva, jeta une pièce sur la table et sortit. Il ne partit ni vers le nord, ni vers l'ouest. Il quitta complètement le comté. Personne ne le revit jamais. John retourna à la ferme avant le crépuscule. Abby l'attendait sous le porche. La lanterne était déjà allumée. Il ne dit rien. Ce n'était pas nécessaire. Elle tendit la main, toucha sa manche et murmura « Merci ». Cette nuit-là, la grange était calme. Le vent était calme. Et pour la première fois depuis des semaines, John dormit sans fermer la porte à clé. Au printemps, les champs se couvrirent d'une douce verdure. La cuisine sentait la levure et le miel. Abby avait trouvé des abeilles sauvages dans le bosquet nord et avait échangé de la cire contre du sucre en ville. John construisit une nouvelle table à partir de planches de cèdre, assez large pour 2 assiettes et une deuxième paire de mains. Un matin, elle déballait une boîte en fer blanc de son sac, pliée au coin et doublée de tissu de coton. À l'intérieur se trouvait le moule à gâteau de sa mère. Elle le nettoya, le graissa avec du saindoux et le posa sur l'âtre comme s'il avait toujours été là. Il ne parlait pas beaucoup, mais rien ne manquait. Un soir, alors que le soleil se couchait sur le bord du canyon, Abby s'assit à côté de lui sous le porche,
pliant une lettre sur ses genoux. Il y a une boulangerie en ville, dit-elle doucement. Ils m'ont proposé un emploi. Ils ont dit que je pourrais mettre mon nom sur la porte. John acquiesça lentement et prudemment. Tu devrais y aller si c'est là que ton cœur te mène. Elle baissa les yeux vers la lettre, puis regarda à nouveau l'horizon. Je pensais vouloir partir, dit-elle, mais maintenant, je ne suis plus si sûre. Le lendemain matin, elle vint sur le porche avec un pain chaud enveloppé dans un tissu. Pas de valise, pas d'adieu. Elle le lui tendit et dit, j'ai utilisé son moule. Il fouilla dans sa poche et en sortit une bague en argent. Celle que sa mère avait portée jusqu'à ce qu'elle soit usée par le temps. Il la tendit sans cérémonie. Alors tu n'es pas seulement embauché, dit-il d'une voix calme. Tu es chez toi.